Je croyais que ce n'était que temporaire. Une solution. Le temps de quelques jours. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est mieux pour toi, maman. Tu seras bien ici. J'y ai cru. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que personne n'avait l'intention de revenir me chercher. Les jours sont devenus des semaines. Les semaines, des mois. Et moi, j'ai compris qu'on m'avait tout simplement laissé là, comme si j'étais devenue un fardeau qu'on voulait oublier. Le silence du cimetière résonnait encore dans ma tête lorsque je suis rentrée à la maison. Notre maison. Enfin, c'est ce que je croyais. Chaque mur, chaque photo accrochée, chaque écho du parquet sous mes pas portait encore la voix d'Antoine. Mais lui n'était plus là. Et avec lui, quelque chose d'essentiel s'était envolé. Peut-être ma place. Pauline, elle, était déjà rentrée. Elle avait ôté son manteau noir, posé ses gants comme si elle sortait d'une réunion. Pas une larme sur la joue. Pas une trace de désordre. Juste cette posture raide, méthodique, qui me glaçait depuis des années. « Tu veux du thé ?» demanda-t-elle en passant devant moi, sans même un regard. Je n'ai pas répondu. Je suis montée à l'étage. Ma chambre ? Non, plus vraiment ma. La porte était entr'ouverte. Mes draps pliés, mes affaires empilées sur une chaise, comme si j'étais une invitée de passage, une locataire en transit. Dans le salon, le cadre de notre mariage, Antoine et moi, riant devant la mairie, moi en robe beige, lui en costume froissé, avait disparu. Le lendemain matin, j'ai trouvé mes chaussures dans un sac au pied de la porte. Un petit mot y était scotché. J'ai vidé l'entrée pour faire de la place. Signé d'un cœur. Un cœur. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était une stratégie. Une élimination silencieuse, polie, implacable. Mais je n'étais pas encore prête à partir. Je me suis assise sur le lit, mes mains tremblaient, pas de peur, de rage. Mon regard s'est posé sur la commode où, autrefois, je gardais mes bijoux. Elle était vide. Je suis descendue. « Où sont mes affaires ?» ai-je demandé. Pauline haussa les épaules, sourit presque. « Dans un coffre, pour les protéger. Tu comprends ?» Non, je ne comprenais pas. Et plus elle souriait, plus je sentais la colère s'ancrer. Ce n'était pas une veuve en deuil. C'était une femme en conquête. Je suis sortie dans le jardin. L'air froid me brûlait les joues. Et là, au fond de moi, une pensée a germé. Et si je refusais de disparaître ? Antoine n'aurait jamais voulu ça. Il m'aimait. Il savait ce que j'avais sacrifié pour cette maison. Pour eux. Et s'il y avait une façon de me battre ? Je suis rentrée, le cœur battant. J'ai ouvert le tiroir de l'entrée. Des papiers, des vieux reçus, des copies de virements. Rien de concret. Mais une idée a surgi. Le grenier. Antoine y gardait tout. Peut-être qu'il restait là-haut quelque chose qu'elle ne pourrait pas effacer. Pas encore. Pas sans moi. Le grenier de la maison était poussiéreux, silencieux, presque hors du temps. On y accédait par une trappe grinçante au plafond du couloir. Antoine disait toujours que seul lui savait où tout se trouvait là-haut. Il en parlait comme d'un sanctuaire personnel. Pauline n'y montait jamais. Elle avait horreur de la poussière et du désordre. J'ai tiré l'échelle avec effort. Mes genoux protestaient, mais ma volonté les réduisit au silence. Une lampe torche coincée entre les dents, j'ai grimpé dans la pénombre. L'odeur de bois sec et de carton ancien me frappa de plein fouet. Mes yeux mirent de quelques secondes à s'habituer. Puis j'ai vu les piles de boîtes, certaines annotées de la main d'Antoine. Factures, assurances, documents perso. Je me suis avancée à quatre pattes, ouvrant une boîte après l'autre. Rien que des papiers anodins, des souvenirs de voyage, de vieilles cartes d'anniversaire. Je commençais à perdre espoir. Puis, au fond, sous un tas de classeurs défraîchis, j'ai trouvé une boîte grise, sans étiquette. Elle était lourde, couverte de taches d'humidité. Mes doigts tremblaient légèrement en soulevant le couvercle. À l'intérieur, des dossiers jaunis et, glissés entre deux feuilles, un acte notarié. Le titre m'a figé. Acte de propriété, 2015. Je l'ai ouvert lentement. Mon regard a couru sur les lignes d'écriture, les cachets officiels, les signatures, la mienne, ma propre signature. Et en haut, noir sur blanc, Madame Solange Morel, coacquéreur. J'ai eu le souffle coupé. C'était là, la preuve que je n'avais pas rêvé, que je n'avais pas été qu'une invitée généreuse. J'étais légalement liée à cette maison. Antoine avait insisté à l'époque pour que mon nom figure aussi, au cas où, avait-il dit avec tendresse. Pauline n'avait jamais aimé ce geste. Elle l'avait même contesté en privé, je m'en souvenais maintenant, d'un ton mielleux et glacial. J'ai rangé le document dans une pochette plastique, avec d'autres papiers liés, l'accord de prêt,
un reçu de chèque de banque à mon nom. Mon cœur battait fort. Dans ce grenier, sous les poutres silencieuses, je tenais mon salut entre les mains. Je suis redescendue sans bruit. Pauline discutait au téléphone, dans le salon. Je l'ai entendue rire, d'un rire faux, presque mécanique. Je suis retournée dans ma chambre. Non, dans la chambre. Et là, pour la première fois depuis l'enterrement, j'ai ressenti une forme étrange de soulagement. Comme si Antoine m'avait tendu la main depuis l'au-delà. Il ne m'avait pas laissé seule dans cette guerre feutrée. Ce soir-là, j'ai numérisé chaque feuille, chaque ligne. Puis j'ai sauvegardé les copies sur plusieurs clés USB, que j'ai cachées dans des endroits distincts, une dans la doublure de mon manteau, une autre dans une boîte de thé, et une dans la jardinière du balcon. Je n'avais pas encore de plan précis, mais j'avais une arme, une vérité que Pauline ignorait. Elle continuait de jouer son rôle. Elle me saluait le matin, commentait la météo, me servait du café trop sucré. Mais ses yeux, eux, ne souriaient jamais. Ils scrutaient, contrôlaient, attendèrent que je craque. Mais moi, je tenais, je l'observais aussi. Et je préparais le moment où, pour une fois, ce serait elle qui tomberait de haut. Chaque jour, Pauline peaufinait son théâtre. Elle me servait le petit déjeuner avec une voix douce, me demandait si j'avais bien dormi, déposait des serviettes pliées devant ma porte, comme si j'étais une invitée dans un hôtel de charme. Mais derrière cette façade, je sentais l'acidité. Elle essayait de me rendre invisible. Elle changeait l'ordre des choses, remplaçait les rideaux, effaçait toute trace de moi. Un soir, j'ai trouvé les photos d'Antoine et moi reléguées dans un tiroir du buffet. Elles avaient été remplacées par des portraits d'elle seule, dans des poses étudiées, le regard vers l'horizon, comme une veuve de roman. Je n'ai rien dit, je notais, j'accumulais. Ce matin-là, alors que je faisais semblant de lire dans le salon, elle s'est approchée avec un grand sourire et une tasse fumante. « C'est ton préféré », dit-elle. « Camomille et miel. » J'ai pris la tasse, mais je ne l'ai pas portée à mes lèvres. Je la tenais juste, observant le liquide doré danser à la lumière. « Merci », ai-je murmuré. Elle est restée debout, me fixant. Son regard brillait d'un éclat étrange, presque satisfait. Ce n'était pas la camomille, c'était le pouvoir. Elle croyait m'avoir. Elle croyait que je m'étais résignée. Mais je n'étais plus la même femme que quelques semaines plus tôt. Mon fils était mort, et avec lui, une partie de moi s'était effondrée. Mais ce qu'il me restait, c'était la volonté. Et maintenant, la preuve. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un avocat. Un vieux monsieur à la voix posée, le regard perçant. Dans son bureau tapissé de livres, je me suis sentie petite, presque ridicule. Mais dès que j'ai sorti les documents, son expression a changé. « Vous avez la preuve de votre contribution, Madame Morel. C'est essentiel. Très peu de gens pensent à conserver cela. » Il a feuilleté l'acte de propriété, les reçus, les copies notariées, puis il a levé les yeux vers moi. « Avez-vous signé ces documents en toute connaissance de cause ?» J'ai baissé les yeux. « Pas vraiment. On m'a dit que c'était pour faciliter la gestion, que ça n'avait rien de contraignant. » Il a hoché la tête, grave. « Dans ce cas, nous devons agir vite. Il est possible que d'autres démarches aient été entreprises à votre insu. » Son ton n'était pas alarmiste, mais ferme. Je sentais qu'il savait déjà quel genre de femme était Pauline, le genre à anticiper, à manipuler. Il m'a demandé l'autorisation d'entamer une procédure de vérification sur la propriété. Il voulait faire geler toute tentative de transfert de titre ou de vente. J'ai signé sans hésiter. En quittant le cabinet, j'ai senti le vent me gifler le visage. Il faisait froid, mais je respirais mieux. J'existais, officiellement, juridiquement. Et bientôt, publiquement. Lorsque je suis rentrée, Pauline était dans la cuisine. Elle coupait des fruits avec une précision chirurgicale. Elle m'a salué d'un ton enjoué. « Tu étais sortie ?»« Une promenade, ai-je dit. » Elle a souri. Mais pour la première fois, son sourire a vacillé. Elle a regardé mes mains, mes vêtements, mon sac. Quelque chose en elle avait compris. Un frisson imperceptible dans sa posture. Elle savait que j'avais bougé mes pions. Et moi, je savais que la partie venait tout juste de commencer. Les jours suivants, l'ambiance à la maison changea subtilement. Pauline n'avait rien dit, mais ses gestes devenaient plus secs, ses sourires plus mécaniques. Elle surveillait mes allées et venues avec une discrétion maladroite,
comme si elle craignait de me voir fondre sur quelque chose qu'elle croyait acquis. Je continuais à faire semblant, à lire, à marcher dans le quartier, à cuisiner comme si j'étais encore la mère de famille installée que j'avais été pendant toutes ces années. Mais à l'intérieur, j'étais en mouvement constant, une mère tranquille en surface, agitée dans les profondeurs. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut. Un bruit léger, un froissement, le genre de son que l'on n'entend que dans le silence absolu. Je suis restée allongée, les yeux ouverts dans l'obscurité. Puis j'ai entendu des pas s'éloigner doucement dans le couloir. Mon cœur battait dans mes tempes. Je me suis levée sans bruit. Au pied de la porte, un papier plié en deux. Aucune enveloppe, aucun cachet. Juste une feuille blanche, glissée discrètement. Je l'ai ouverte. Avis d'expulsion. Par la présente, nous vous informons que vous devez libérer les lieux sous 72 heures. Tout refus entraînera des poursuites. Pas de nom, pas d'entête officielle. Rien. Un faux, un vulgaire montage. Je me suis assise sur le lit, le papier entre les doigts. Pauline voulait m'effrayer, me pousser à fuir. Elle testait mes limites. Elle me sous-estimait encore. Grave erreur. Le lendemain matin, j'ai posé la vie sur la table de la cuisine. Elle est entrée, impeccable comme toujours, une tasse de café à la main. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle. Je n'ai pas répondu. Mon regard est resté fixé sur la feuille. Elle a suivi mes yeux, un très léger tressaillement de ses lèvres. Puis elle a haussé les épaules. « Oh, une erreur, sûrement. Tu sais, on reçoit parfois des courriers bizarres. Glissez sous les portes, Pauline. » Elle s'est immobilisée une fraction de seconde. Puis, un sourire. « Peut-être un voisin. Je vais jeter ça. » Elle a tendu la main vers la feuille. Mais je l'ai devancée. Je l'ai repliée soigneusement et glissée dans mon sac. Je préfère la garder. Pour mes archives. Elle n'a rien dit. Mais ses yeux brillaient d'une lueur sombre, comme si une faille venait de s'ouvrir entre nous. Une guerre silencieuse, faite de faux semblants et de feintes. Le soir venu, j'ai appelé mon avocat. Je lui ai décrit la note. Il m'a écouté en silence, puis m'a dit « C'est bon pour nous. Très bon. Cela montre une intention claire de vous intimider. Gardez tout, chaque mot, chaque document. » Je suivais ses conseils à la lettre. Chaque conversation avec Pauline était notée, chaque incident daté. J'étais devenue une archiviste de ma propre humiliation. Mais désormais, chaque trace devenait une arme. Je n'étais plus seulement une mère endeuillée. J'étais une femme en lutte. Et je n'étais pas seule. Il y avait la loi, il y avait les preuves, et il y avait cette colère tranquille qui ne me quittait plus. Pauline, elle, continuait à jouer la veuve éplorée en société. Mais dans la maison, ses silences devenaient plus épais, ses gestes plus tendus. Elle sentait que quelque chose lui échappait, et elle avait raison. Depuis l'incident du faux avis, Pauline n'avait plus rien glissé sous ma porte, mais ses silences parlaient à sa place. Ils pesaient lourd, comme une couverture humide qu'on aurait posée sur mes épaules. Elle ne me regardait plus directement, ou alors brièvement, comme si mon visage lui rappelait une menace qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle passait ses journées à téléphoner, à organiser des rendez-vous en chuchotant dans le salon, à effacer frénétiquement l'historique de l'ordinateur commun. Chaque détail devenait suspect, chaque geste trop poli, chaque mot trop choisi. Je sentais que le vernis de son assurance commençait à se fissurer. Un après-midi, alors qu'elle était sortie faire des courses, j'ai pris une décision. Je suis allée dans le bureau qu'occupait autrefois Antoine. La pièce était restée fermée à clé depuis sa mort. Je savais où Pauline cachait le double, dans le tiroir du meuble à chaussures, dissimulé sous une fausse semelle. Je suis entrée sans bruit. L'air y était lourd, chargé de poussière et de souvenirs. Les livres d'Antoine étaient encore là, alignés avec soin, ses carnets aussi, posés sur le bureau en bois clair. Tout semblait figé dans le temps, comme un sanctuaire que personne n'osait profaner. Je me suis approchée de l'ordinateur, protégée par un mot de passe. J'ai essayé des combinaisons. Son prénom, celui de Lucien leur vieux chien, ma date d'anniversaire. Rien. Puis j'ai tenté Pauline 123. Ça a fonctionné. À l'intérieur, des documents classés. Courrier, relevé bancaire, courriel. Et un dossier nommé Succession. Je l'ai ouvert, le cœur battant. Des lettres à l'attention d'un notaire. Des brouillons de testament. Et un fichier PDF signé électroniquement. Testament Antoine Morel, final, PDF. Je l'ai ouvert. Là, noir sur blanc, un texte prétendument rédigé par Antoine quelques mois avant sa mort. Il léguait la totalité de ses biens à Pauline. Pas un mot sur moi. Pas une ligne sur ma contribution à la maison.
Une clause même stipulait que toute autre prétention à la copropriété serait considérée comme nulle. Sauf que ce testament, je l'avais vu. Et je savais qu'Antoine ne l'avait jamais signé devant moi. En fait, à l'époque où ce document aurait été écrit, il était hospitalisé, sous traitement lourd. Il ne pouvait même pas écrire une ligne sans aide. J'ai tout copié sur une clé USB. Chaque fichier, chaque message. Je suis sortie du bureau en remettant tout à sa place. Et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Ce soir-là, au dîner, Pauline m'a observé longuement. Peut-être avait-elle senti une vibration différente dans l'air. Peut-être était-ce mon regard, plus fixe, plus assuré. Ou simplement cette façon que j'avais désormais de mâcher en silence, comme si j'étais en train d'avaler une décision. Elle a tenté une approche. « Tu sais, Solange, on pourrait peut-être parler toutes les deux, calmer les choses. Tu ne crois pas ?» J'ai posé ma fourchette. « Les choses ne sont pas tendues, Pauline. Elles sont simplement en train de devenir claires. » Elle a souri, mais ses yeux se sont assombris. Elle savait, elle devinait. Et c'est à ce moment-là, je crois, que la peur a commencé à changer de camp. Le lendemain, je suis retournée chez l'avocat. Il m'attendait avec la même sérénité que la première fois. Mais ses yeux, cette fois, brillaient d'une impatience contenue. Je lui ai tendu la clé USB sans un mot. Il l'a branchée à son ordinateur et a commencé à ouvrir les fichiers, un par un. Le silence s'est installé, ponctué seulement par les clics de sa souris. Puis, enfin, il a parlé. Ce testament, il est très bien rédigé. Trop, peut-être. Trop propre pour être authentique. Et surtout, trop opportun. Je hochai la tête. J'avais pensé la même chose. Il poursuivit. Vous m'avez dit qu'Antoine était affaibli, sous traitement, incapable d'écrire ou de signer quoi que ce soit. Oui. À cette date-là, il était même en réanimation pendant 2 jours. C'est consigné dans son dossier médical. Il se pencha en arrière, croisant les bras. Alors nous avons potentiellement un faux en écriture. Et un abus de faiblesse. C'est plus que sérieux. Cela dépasse le simple litige familial. Il me regarda droit dans les yeux, comme pour vérifier ma détermination. « Madame Morel, êtes-vous prête à aller jusqu'au bout ?» Je n'ai pas hésité. « Je suis prête. » Il me proposa de déposer une requête au tribunal afin de bloquer toute tentative de modification de la propriété ou de vente de la maison. Il souhaitait aussi ouvrir une enquête formelle sur la validité du testament. J'ai signé tous les documents nécessaires, d'une main ferme. De retour chez moi, je trouvais Pauline au téléphone, installée dans le salon, le ton bas mais tranchant. « Non, je ne peux pas attendre encore. Il faut que ce soit fait cette semaine. Je vous ai déjà envoyé les papiers, alors bougez-vous un peu. » En m'apercevant, elle raccrocha brusquement et força un sourire. « Oh !» Je parlais avec le plombier. Une fuite à l'étage, rien de grave. Mensonge évident. Mais je n'avais plus besoin de la confronter. Bientôt, tout se ferait au grand jour. Le soir venu, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. Je décrochai. « Madame Morel ?» Une voix d'homme, calme, posée. « Oui, c'est moi. Je suis le notaire maître Delmas. Je vous contacte concernant un testament que vous contestez. Je souhaiterais m'entretenir avec vous. » Je restai un instant sans voix. C'était donc lui, celui qui avait validé ce faux. « Je vous écoute, maître. Je vous propose de passer à mon étude demain. Je pense qu'il est dans l'intérêt de tous d'éclaircir certains éléments. Disons à 10 heures, j'acceptais. Lorsque je raccrochai, une étrange sensation m'envahit. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose. Une intuition, comme si quelque chose, enfin, se mettait en mouvement. Dans la maison, Pauline tournait en rond. Elle sentait que le sol se dérobait doucement sous ses pieds, mais elle ignorait encore à quel point, le lendemain matin, j'ai enfilé mon manteau noir, celui que je portais lors de l'enterrement d'Antoine. Un étrange rituel, comme si je me préparais à un nouveau deuil. Mais cette fois, c'était celui des mensonges. En arrivant devant l'étude de maître Delmas, mes mains tremblaient légèrement. Je les glissais dans mes poches pour dissimuler mon trouble. L'immeuble était ancien, façade en pierre claire, volets bleu-gris, tout respirait la respectabilité. Je poussai la porte. Une assistante m'accueillit avec un sourire professionnel, trop poli pour être sincère. « Madame Morel, maître Delmas vous attend. » Je traversai un long couloir, mes talons résonnant sur le parquet ciré. Le bureau du notaire était vaste, lumineux, tapissé de bibliothèques remplies de dossiers. Derrière son bureau, maître Delmas m'attendait.
lunettes au bout du nez, costume sombre impeccable. Il se leva pour me saluer. « Merci d'être venu. » Je m'assis, le dos bien droit. Il consulta quelques feuilles devant lui, puis releva les yeux. « J'ai examiné les documents que votre avocate m'a transmis. Les éléments que vous avancez sont troublants. » Je le fixai sans ciller. « Troublants, maître? Ou accablant ?» Il esquissa un sourire forcé. « Disons que certains détails méritent vérification. La signature d'Antoine, par exemple. L'expert que nous avons mandaté remarque des divergences. » Mon cœur accéléra. « Et les dates? Vous avez vérifié son état de santé au moment de la rédaction ?» Il hocha lentement la tête. « Oui, et je dois admettre que votre fils était, selon les rapports médicaux, dans l'incapacité physique de rédiger ou signer un tel document. » Un silence s'installa. Je le laissai durer, savourant ce moment où la vérité commençait enfin à fissurer les certitudes de Pauline. Maître Delmas soupira, joignant les mains sur son bureau. « Madame Morel, je ne peux pas vous dire qui a introduit ce faux testament dans le dossier, mais je peux vous assurer que nous allons collaborer pleinement avec le tribunal pour faire toute la lumière. » Je hochai la tête. « J'espère bien, maître, parce que moi, je n'arrêterai pas tant que justice ne sera pas rendue. » Avant de partir, il me tendit une copie des analyses graphologiques et un document officiel confirmant l'ouverture d'une enquête sur fraude testamentaire. Dehors, l'air froid de Lyon me fouetta le visage, mais je me sentais plus légère. Un pas de plus vers la vérité. En rentrant chez moi, je trouvai Pauline sur le canapé, téléphone à la main. Elle me lança un regard curieux. « Alors, ta petite sortie secrète, c'était pour aller où ?» Je rangeai calmement mes affaires. « Tu le sauras bien assez tôt, Pauline. » Ses sourcils se froncèrent, mais elle n'insista pas. Elle savait que quelque chose lui échappait, mais elle ignorait encore l'ampleur de ce qui arrivait. Le soir venu, je relus les documents du notaire. Chaque mot était un coup porté à sa mascarade, et pour la première fois depuis longtemps, je m'endormis avec un sourire. Depuis plusieurs jours, un malaise grandissait en moi. Pauline changeait subtilement son comportement, devenant de plus en plus distante, froide, presque méprisante. Les petits détails ne trompent jamais. Mon linge avait été déplacé, certains objets personnels disparaissaient, et la chambre que j'occupais semblait se vider doucement de son âme. Je n'osais pas encore affronter Pauline, mais chaque jour, je sentais le poids de son regard, chargé de rancune et de calcul. Cette maison, que j'avais aidé à financer, devenait un territoire hostile. Mon cœur se serrait à l'idée que tout cela puisse s'effondrer. Un matin, prise d'une impulsion, je décidai de fouiller dans les affaires de mon fils. Antoine avait toujours été méticuleux avec ses documents, et je savais qu'il gardait des archives importantes dans le grenier. Sous la poussière et les toiles d'araignée, je trouvai une vieille boîte en carton, fatiguée par le temps. À l'intérieur, des dossiers, des contrats, et surtout, un document qui attira mon attention. L'acte de propriété original de la maison. Je le pris avec précaution, le cœur battant. À ma grande surprise, mon nom y figurait clairement, signé de ma main. C'était la preuve que j'avais légalement contribué à l'achat de cette maison, même si on avait essayé de me faire croire le contraire. Cette découverte fut un tournant. Elle alimenta en moi une flamme nouvelle, celle de la résistance. Mais je savais que cela ne serait pas simple. Pauline ne laisserait pas tomber sans se battre, et elle avait déjà commencé son théâtre, jouant la veuve effondrée, souriant devant nos voisins et prétendant que la maison était à elle seule. Ce soir-là, je passais des heures à scanner, photocopier, sauvegarder ces documents. C'était mon armure pour la bataille à venir, et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis une lueur d'espoir naître dans mon cœur brisé. Mais à mesure que je prenais conscience de mes droits, la tension dans la maison montait. Pauline semblait lire mes intentions. Ses sourires s'étaient mués en regards acérés, ses gestes en menaces silencieuses. Je compris que ce combat ne serait pas seulement juridique. Il serait personnel, douloureux et chargé de rancunes accumulées. Pourtant, malgré la peur, malgré la solitude, je refusais de céder. Cette maison était aussi la mienne, et je me battrais jusqu'au bout. Les jours suivants furent un mélange d'angoisse et de calculs précis. Pauline jouait son rôle à la perfection. La veuve digne, la belle-mère attentionnée, celle qui pleurait devant les voisins et servait le café avec un sourire doux. Mais derrière ce masque, je sentais une haine brûlante, prête à éclater à tout moment. Un matin, alors que je revenais de course, je trouvai un petit mot glissé sous ma porte. Le papier était simple, presque banal, mais le message glacé, un faux avis d'expulsion. Le cœur serré, je le lus plusieurs fois,
incapable de croire que cela puisse arriver chez moi, dans cette maison que j'avais aidé à acheter. Je gardais le papier précieusement, preuve de ses manœuvres sournoises. Mais la peur monta en moi, douce et sourde. Était-ce un avertissement? Une menace déguisée? Pauline continuait à me servir du café. Ses paroles étaient toujours mielleuses, mais je voyais dans ses yeux l'étincelle de mépris. Chaque commentaire était une flèche empoisonnée, chaque geste un défi silencieux. Je décidai de prendre rendez-vous avec un avocat. Lorsque je lui exposai la situation, il me demanda calmement « Avez-vous des preuves de votre contribution à cette maison ?» Je sortis les documents que j'avais découverts dans le grenier, les reçus, l'acte de propriété avec ma signature. Il sourit, rassurant. « Ces preuves sont solides. Nous pouvons entamer une procédure pour bloquer toute tentative d'expulsion illégale. » Cela me donna du courage. Je n'étais plus seule face à cette tempête. Mais je savais aussi que Pauline ne reculerait devant rien. Dans les jours qui suivirent, elle intensifia ses efforts pour me déstabiliser. Elle réarrangeait mes affaires, effaçait des photos, et même, une fois, elle invita un inspecteur pour prétendre que la maison nécessitait des réparations urgentes, sans jamais m'en informer. Le combat devenait personnel. Je sentais que Pauline voulait non seulement me chasser, mais aussi effacer tout souvenir de mon existence ici. Un soir, alors que la maison était silencieuse, j'entendis des voix étouffées venant du salon. En m'approchant, je surpris une conversation entre Pauline et un homme dont je ne distinguais pas le visage. Il parlait d'un testament, d'une procuration, de documents à falsifier. Mon sang se glaça. Je compris alors que cette bataille ne se jouerait pas seulement devant un tribunal. Il y avait des forces obscures, des manœuvres illégales, un complot bien plus profond. Cette révélation renforça ma détermination. Je devais agir vite, trouver des alliés, des preuves, tout ce qui pourrait révéler la vérité. Je sentais que la maison, mon refuge, devenait le théâtre d'un combat d'ombre, où chaque pas pouvait être une trahison. Mais je n'abandonnerais pas après tout ce que j'avais traversé, pas après avoir tout donné pour cette famille. Ce soir-là, je fis une promesse silencieuse à Antoine. Je me battrais jusqu'au bout, pour lui, pour moi, pour la justice. Le jour où je déposai officiellement la plainte contre Pauline fut l'un des plus lourds de ma vie. La salle d'audience, froide et impersonnelle, ressemblait à une arène où chaque parole pouvait être une arme. J'entrai avec mes preuves soigneusement rassemblées. Reçu bancaire, l'acte de propriété original, et surtout, les documents trouvés dans le grenier qui attestaient de ma contribution. Pauline, en robe noire impeccable, arborait son masque de dignité, mais je pouvais lire dans ses yeux une rage contenue. Son avocat tentait de minimiser mes preuves, insinuant que j'étais une étrangère dans cette maison, que je n'avais aucun droit réel. Le juge, impartial mais attentif, écoutait chaque argument avec sérieux. Il posa des questions précises, me demandant comment j'avais financé l'achat, si j'avais conservé des traces écrites. Je répondis avec calme, malgré le tremblement dans ma voix. Le point culminant arriva lorsque je présentai un email envoyé par Antoine, adressé à un notaire, où il expliquait la situation familiale et confirmait la contribution de sa mère à l'achat de la maison. Ce message fit taire la salle. Dans les jours qui suivirent, l'enquête fut ouverte. Des experts examinèrent les documents, analysèrent les signatures, scrutèrent les transactions bancaires. Un sentiment d'espoir monta en moi, mêlé à l'anxiété du verdict à venir. Cependant, Pauline ne se laissa pas abattre. Elle multiplia les manœuvres, tentatives d'intimidation, appels téléphoniques agressifs, visites imprévues. Une fois, j'entendis même des bruits étranges dans la maison, comme si quelqu'un fouillait mes affaires en mon absence. Malgré tout, je restais ferme. Chaque jour, je me rendais chez mon avocat pour préparer la suite, pour comprendre les subtilités du droit qui m'étaient inconnues. Un soir, épuisé, je regardais par la fenêtre la ville de Lyon endormie. La lumière des réverbères baignait la rue d'une lueur orangée, presque apaisante. Je pensais à Antoine, à sa vie trop courte, à ce que j'avais sacrifié pour cette famille. Et je me demandais si la justice serait vraiment rendue, ou si cette maison deviendrait le théâtre d'une injustice plus grande encore. Mais je refusais de laisser la peur m'envahir. Ce combat, bien que difficile, était le dernier lien avec mon fils, le dernier acte d'amour que je pouvais lui offrir. Alors, dans le silence de la nuit, je fis le vœu de me battre, coûte que coûte, jusqu'à ce que la vérité éclate. La procédure judiciaire avançait, lente et implacable, chaque audience dévoilant des vérités que je n'aurais jamais imaginées. Mais ce qui fit basculer mon combat fut une révélation inattendue,
une fissure dans le masque de calme de Pauline. Un jour, mon avocat reçut un appel anonyme. La voix tremblante de l'inconnu lui révéla des informations cruciales. Un testament falsifié, des documents trafiqués, et surtout, un complot soigneusement organisé pour me déposséder de la maison. Il évoquait une alliance secrète entre Pauline et certains membres influents de la famille Morel, qui voyaient en elle le moyen de s'approprier l'héritage d'Antoine sans partage. Je restais figé, incapable de comprendre comment la trahison pouvait s'étendre aussi loin. Ce n'était plus simplement une lutte entre belle-mère et belle-fille, c'était une guerre froide menée par des mains invisibles, armées de fausseté et de manipulation. À mesure que mon avocat rassemblait des preuves, j'appris l'existence de transferts bancaires suspects, de signatures contrefaites, et même d'enregistrements où Pauline discutait avec un complice, un avocat aux méthodes douteuses, de stratégies pour contrecarrer ma défense. Mon cœur se serra. Comment pouvait-on trahir à ce point la mémoire de mon fils, la confiance familiale? Pourtant, malgré la douleur, une force nouvelle s'empara de moi. J'étais plus déterminée que jamais à faire éclater la vérité. L'audience suivante fut explosive. Mon avocat présenta les preuves avec une clarté implacable. Le juge, visiblement secoué, ordonna l'ouverture immédiate d'une enquête approfondie sur les documents litigieux et les complicités évoquées. Pauline, déstabilisée, tenta vainement de nier, de détourner l'attention, mais la toile de mensonges s'effritait sous le poids des faits. Chaque jour, la maison semblait changer. Ce lieu jadis rempli de souvenirs doux et tendres devenait l'épicentre d'un combat où se mêlaient rancune, manipulation, mais aussi espoir et justice. Je sentais au fond de moi que je n'étais plus une simple victime, mais une combattante, prête à affronter toutes les tempêtes. La vérité, malgré ses blessures, était mon bouclier. Antoine, où qu'il soit, aurait voulu que je me batte, qu'il ne soit pas oublié. Un soir, épuisé mais le cœur léger, je m'assis près de la fenêtre. Les lumières de Lyon scintillaient dans la nuit, comme autant d'étoiles promises à la Renaissance. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire fragile éclaira mon visage. Ce n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle bataille, celle de la justice, de la mémoire et de l'amour familial. Le procès s'intensifiait à mesure que les preuves contre Pauline s'accumulaient. Chaque nouveau document, chaque témoignage glané dévoilait une facette plus sombre de cette bataille, qui dépassait de loin une simple querelle familiale. C'était une trahison profonde, une manipulation savamment orchestrée pour effacer ma présence de la maison que j'avais aidé à construire avec Antoine. L'atmosphère dans la salle d'audience était électrique. Pauline, jadis si assurée, paraissait désormais nerveuse, parfois à la limite de la panique. Ses avocats tentaient de défendre l'indéfendable, lançant des accusations contre moi, tentant de discréditer ma parole, ma santé mentale, mes intentions. Mais chaque tentative était balayée par la force de mes preuves et la cohérence de mes témoignages. Je me rappelais chaque instant passé dans cette maison, chaque sourire d'Antoine, chaque projet avorté, tout semblait à la fois si lointain et si présent. Le poids du passé se mêlait à l'incertitude du futur. Je savais que cette épreuve allait changer ma vie, peut-être à jamais. Les témoins appelés à la barre se succédaient, certains confirmant mes dires, d'autres apportant des détails sur les manœuvres de Pauline. Un ancien notaire, qui avait travaillé sur la propriété, parla de documents irréguliers et d'influences suspectes. Un voisin témoignait des allées et venues étranges chez Pauline, surtout après la mort d'Antoine. Malgré tout, le moment le plus dur fut lorsque je dus raconter, devant tout le tribunal, comment j'avais découvert les manipulations. Le faux testament caché dans une boîte, les courriels falsifiés, la froide indifférence de Pauline face à mes protestations. Ma voix tremblait, mais je n'abandonnais pas. Chaque mot était un pas vers la vérité, chaque larme un cri silencieux pour la justice. À la fin de la journée, épuisée, je quittais la salle, consciente que le combat ne faisait que commencer. Mais au fond de moi, une lumière persistait, celle de l'espoir, fragile mais tenace. Je savais que la justice, même lente et imparfaite, finirait par triompher, et que malgré tout, la mémoire d'Antoine vivrait à travers cette lutte, plus forte que jamais. Le combat judiciaire qui m'opposait à Pauline avait atteint une intensité que je n'aurais jamais imaginée. Chaque jour, je me réveillais avec cette tension sourde qui étreint la poitrine, ce poids invisible mais incessant qui vous pousse à avancer malgré tout. Lyon semblait avoir changé autour de moi. Les rues familières paraissaient plus froides, plus indifférentes. Pourtant,
Ma détermination brûlait plus fort que jamais. Les audiences s'enchaînaient, longues, éprouvantes. Les avocats de Pauline redoublaient d'efforts pour me discréditer. Ils tentaient de peindre une vieille femme désespérée, prête à tout pour s'accrocher à un passé qui ne lui appartenait plus. Mais moi, je savais la vérité. Je savais que j'étais la légitime copropriétaire de cette maison, que j'avais versé des économies, que j'avais signé ces documents que l'on voulait me faire oublier. Un matin, alors que je m'apprêtais à entrer dans la salle d'audience, mon avocat m'informa qu'un nouveau témoin allait être appelé, une ancienne amie de Pauline, quelqu'un qui, jusqu'alors, était resté dans l'ombre. Cette femme, discrète mais courageuse, détenait des informations cruciales. L'audience débuta avec une tension palpable. Lorsque la témoin prit la parole, elle parla d'une autre facette de Pauline, non pas celle de la veuve en deuil, mais celle d'une femme calculatrice, prête à manipuler, à mentir, à trahir pour arriver à ses fins. Elle raconta comment Pauline avait planifié, des mois avant la mort d'Antoine, des stratégies pour isoler sa belle-mère, pour la pousser hors de la maison, pour s'assurer un contrôle total. Les murmures parcoururent la salle. Pauline, impassible, tenta de minimiser les faits, mais cette fois, la vérité semblait irréfutable. J'entendis mon cœur battre à tout rompre, une émotion intense mêlée de soulagement et de douleur. Soulagement de voir la justice se pencher sur les faits réels, douleur de redécouvrir à quel point on avait pu me trahir. Après cette audition, un tournant décisif s'amorça. Mon avocat déposa une requête pour faire annuler certains documents, pour investiguer plus avant les transactions financières douteuses. Le juge, après avoir étudié les éléments, accepta d'ouvrir une enquête approfondie. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Je découvris, grâce à mes recherches, que Pauline avait en effet manipulé des documents, falsifié des signatures et même tenté d'effacer certaines preuves. C'était un monde de mensonges qui s'écroulait peu à peu. Mais plus la vérité éclatait, plus la rage de Pauline grandissait. Elle devint agressive, vindicative. Un jour, alors que je sortais de la maison, elle surgit, le regard furieux, et m'adressa des paroles glaciales. « Tu crois vraiment que tu vas gagner ? Tu n'es qu'une vieille femme qui s'accroche à des papiers inutiles. » Je restai silencieuse, mes mains serrées en poing. Ce regard, cette haine, me donnait une force insoupçonnée. Je savais qu'elle était désespérée. Je savais que j'étais proche de la victoire. Mais cette guerre ne concernait pas seulement la maison. Elle touchait ma dignité, ma mémoire, mon droit d'exister dans la vie de la famille de mon fils. Chaque bataille juridique était aussi une bataille pour mon identité. Un soir, alors que la nuit enveloppait Lyon, je restais seule dans la maison. Le silence était lourd, presque palpable. Je m'assis dans le salon, entourée des souvenirs d'Antoine, de nos moments partagés, de cette vie qu'on avait construite. Je repensais à tout ce que j'avais traversé, la douleur de la perte, la trahison de Pauline, la solitude parfois accablante. Mais je repensais aussi à ma force, à cette flamme qui brûlait encore en moi, plus vive que jamais. Je savais que la fin de ce combat approchait, que la justice finirait par reconnaître la vérité, que, malgré la tempête, je resterais debout. Car au-delà de la maison, au-delà des documents, ce que je défendais, c'était l'honneur d'une mère, la mémoire d'un fils et la dignité d'une femme qui refuse de disparaître. Le jour du verdict était enfin arrivé. Depuis des mois, cette bataille judiciaire avait consumé mon esprit et mon cœur, mais malgré la fatigue, une étrange sérénité m'accompagnait. J'étais prête à entendre la vérité, quelle qu'elle soit. Lyon, enveloppée dans une lumière douce de printemps, semblait elle aussi retenir son souffle. La salle d'audience était bondée. Les regards se tournaient vers moi avec une intensité nouvelle, mêlée d'admiration et de respect. Pauline, à l'autre bout de la pièce, paraissait minuscule, rongée par l'angoisse et la colère. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant son assurance apparente. Le juge entra, le silence s'installa instantanément. Il lut avec gravité la décision qui allait sceller notre destin. Après examen approfondi des pièces, témoignages et expertises, la justice reconnaît Madame Morel comme copropriétaire légitime de la maison située à Lyon. Les actes établis unilatéralement par Madame Pauline sont déclarés nuls et non avenus. Par ailleurs, une enquête pénale est ouverte concernant les falsifications constatées. Un souffle parcourut la salle. Mon cœur s'emballa, puis un poids immense se dissipa. Je sentis les larmes monter, mais cette fois, elles étaient celles de la victoire.
de la réhabilitation. J'étais enfin reconnue, légitime. Pauline quitta la salle sans un mot, le regard fuyant. Je restais là, immobile, absorbant chaque instant, chaque émotion. Cette maison, qui avait été le théâtre d'un conflit amer, redevenait mon refuge. Dans les jours qui suivirent, je pris le temps de réapprendre à vivre dans cette maison, à redécouvrir les pièces, les souvenirs, les traces d'une vie partagée. Ce n'était pas seulement un toit, mais un symbole de résilience, d'espoir et d'amour. Je pensais à Antoine, à ce qu'il aurait voulu. Je promis de garder son souvenir vivant, non pas dans la douleur, mais dans la force de continuer, d'aimer et de bâtir. Le passé avait laissé des cicatrices, mais il m'avait aussi enseigné la valeur de la persévérance. Cette victoire, inattendue et magnifique, n'était pas seulement la mienne, mais celle de tous ceux qui croient en la justice et en la dignité humaine. Ce soir-là, alors que je roulais les volets, j'allumai une bougie dans la cuisine. Je m'assis à la table, seule mais en paix. Une paix retrouvée, fragile et précieuse. La tempête était passée. Une nouvelle vie pouvait commencer.